Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu d'orientation, de poursuite de carrière, d'études. Selon votre situation, probablement que votre plateforme de poursuite d'études va bientôt ouvrir. C'est-à-dire Parcoursup, mon master ou autre plateforme super stressante qui nous mettent tous dans une panique et une anxiété incommensurables. Et c'est aussi bientôt l'ouverture des journées portes ouvertes dans les écoles et les universités. Donc si vous êtes encore dans ce cas-là, je pense que ma vidéo pourrait vraiment vous aider. Moi j'en ai fini avec la recherche d'école, hein. Enfin c'est bon, je n'aurai plus besoin d'aller sur ces plateformes-là, mais je vais un petit peu juste vous faire un résumé de mes études jusque-là. Peut-être que ça vous ouvrira aussi d'autres possibles débouchés de ce que vous faites actuellement. Tout d'abord, j'ai mon bac général option humanité, littérature et philosophie et LLCER anglais en 2021 et j'ai directement fait une licence de japonais, donc une LLCER japonais. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bon niveau pour commencer, hein. La plupart des gens, on a commencé vraiment à zéro et ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai passé ma licence que j'ai terminée en 2024 et j'ai commencé un master K-Web. C'est un master qui est seulement à l'université de Strasbourg, mais il y a des masters qui ressemblent à Lyon. Le master LEA, ça ressemble un petit peu. En gros, c'est un master de communication web multilingue. Donc on a des cours d'anglais et en l'occurrence de japonais, mais il y a aussi espagnol, allemand ou français langue étrangère. On a des cours de communication, marketing, etc. On a des cours de développement web, on a des cours par exemple de HTML, CSS, JavaScript, PHP et on a un projet professionnel, on a un stage qui commence là au deuxième semestre. C'est très varié, donc si vous voulez un petit peu vous ouvrir de nouvelles portes, il y a aussi du graphic design, il y a aussi du motion design, il y a beaucoup de trucs artistiques, donc ça ouvre beaucoup de portes. À la fois c'est pas très précis, donc si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, je vous recommanderais pas forcément, mais en tout cas la plupart dans ma classe ont cherché quelque chose d'un peu général pour savoir plus vers quoi s'orienter. Moi j'ai jamais su ce que je voulais faire en fait, donc toute ma vie je me suis laissée guider. Voilà, j'ai fait du japonais parce que j'aimais bien les animés. C'est cliché mais c'est vrai, donc voilà. Et regardez où j'en suis maintenant, franchement, je m'en sors pas trop mal, hein. Donc je vous souhaite bon courage si vous êtes dans cette situation, mais dans mon cas, c'est le moment de me questionner sur mon métier futur. En septembre 2025, je commence une alternance, ou plutôt, j'aimerais bien d'ailleurs déménager à Toulouse. Voilà, si vous connaissez quelqu'un à Toulouse qui cherche une alternance, dans les domaines dont je vais vous parler maintenant donc, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui me plaisent et je sais pas vers quoi je voudrais plus m'orienter, ou si je postule dans différents corps de métier, mais à la fois, vu que je vais faire un portfolio, ça serait un petit peu brouillon ou fouillis si je mets plein de trucs différents. Donc on va un petit peu faire des cas pratiques qui vont me permettre de définir mon futur métier, ma future carrière. Ça sera peut-être pas si sérieux que ça, mais en gros c'est pour voir ce qui me plaît le plus dans certains domaines et ce qui me plaît le moins dans d'autres. Entre les métiers qui me plairaient le plus pour l'instant et sur lesquels je vais faire un peu des cas pratiques, il va avoir le web design, donc la création de maquettes de sites sur Figma. Je suis pas sûre que le vrai intitulé ça soit web design, mais c'est pour ça que je vous explique de quoi ça parle. Le deuxième, ça va être travel planner. J'ai vraiment un talent pour ça, genre j'arrive trop bien à visualiser les choses, ça me ferait trop plaisir de travailler dans ça, mais à voir si je suis vraiment si souple que ça et si surtout je pourrais le faire pour quelque chose de fictif ou pour quelqu'un d'autre que moi. Et le troisième métier, ça va être quelque chose plus axé communication internationale. Ça c'est ce que j'ai un peu toujours eu en tête, mais je ne sais toujours pas comment le formuler. En gros, ça serait de faire la communication digitale pour une grosse entreprise par exemple dans plusieurs langues. Donc imaginons par exemple Chanel qui est français, s'ils veulent exporter un produit au Japon, et bien il y a une communication qui va autour où le produit va être un peu tourné différemment pour montrer des facettes qui plaisent aux japonais. Ça c'est compliqué parce que à la fois c'est de la localisation et j'ai pas envie de faire de la localisation, mais pourtant j'ai envie de faire ça. Localisation, c'est en gros traduire un texte en l'adaptant avec des nouvelles normes culturelles par exemple. Mais moi c'est plus peut-être sur le visuel un petit peu, créer un moyen d'attirer l'œil ou d'attirer l'attention sur un produit en le détournant un petit peu. Donc ouais, c'est peut-être plus visuel, mais je ne sais pas trop. Ça c'est le métier franchement le plus flou, mais à la fois comme je l'ai un peu toujours eu en tête, j'ai quand même envie de travailler dessus. Dans tous les cas, on va commencer par le métier de web designer. Ça, pour la petite histoire, j'ai commencé juste à avoir de l'appétence pour ça quand on a eu des cours de Figma il y a quelques mois.
Et j'ai trop aimé, franchement, de créer un site, tu le rends un petit peu responsive et tout, genre tu fais des liens, des hovers, des trucs comme ça. Et les développeurs se chargent de rendre ça réel. Et notre professeur, qui était donc un intervenant professionnel, il nous a montré des exemples. Et franchement, je me suis dit, mais c'est trop stylé. Genre, c'est trop stylé. Ça doit être tellement gratifiant de voir ta création devenir réalité. Surtout que c'est un petit peu un métier qui demande quand même de l'imagination, qui demande de l'étude d'expérience utilisateur, qui demande de connaître l'ergonomie, etc. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vais faire mon premier cas pratique sur ce domaine-là. Et pour l'exemple, je vais prendre le site de ma marque fictive que j'ai créé il y a un petit moment, dont vous pourrez retrouver des vidéos ici, qui est Veverde ou Beverde. C'est une entreprise, enfin un petit shop qui vend du matcha et des plantes. Donc c'est quelque chose qui devient un petit peu connu en ce moment, tout ce qui est jardinerie urbaine. Il y en a même à Strasbourg, il y a Jungle, c'est vraiment génial. D'ailleurs, si vous habitez à Strasbourg, allez-y, leurs plantes elles sont trop bien, elles vivent grave longtemps. Je sais pas si c'est grâce à eux ou grâce à moi, mais j'adore en tout cas. Et mélanger ça avec un concept de matcha, parce que j'adore aussi le matcha, et ça me semble être quelque chose qui tiendrait la route si ça existait dans la vraie vie. Enfin bref, comme j'ai la vision, je vais créer une maquette du site de Veverde et on va suivre ça ensemble. Même si c'est un projet fictif, vous allez pas tarder à comprendre qu'il est quand même très très poussé et que je pense que parmi les 3 métiers que je vais réfléchir aujourd'hui, c'est peut-être celui-ci qui va le plus en profondeur et qui est le plus réalisé de manière professionnelle, j'ai envie de dire. Je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce métier, tout en vous montrant le prototype, donc la maquette que j'ai faite pour le site. En fait, UX, UI designer, c'est une définition qui peut changer selon les entreprises, selon les personnes, tout simplement. C'est des métiers qui sont assez nouveaux et qui évoluent beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est très littéralement ce qui est dans le nom du métier, c'est-à-dire UX, expérience utilisateur, UI, interface utilisateur. Donc l'expérience, ça va être réfléchir au placement de l'accessibilité, par exemple, que les gens puissent naviguer et qu'ils comprennent ce qui se passe. Ça passe par des tout petits détails, par exemple, comme vous le voyez là, c'est le prototype et c'est la partie où on voit tous les liens entre les différentes pages, puisque j'ai créé un site qui est navigable comme s'il existait vraiment presque. En fait, parmi ces liens, il y en a un qui part du logo, et quand on clique sur le logo, on revient sur la page d'accueil. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais sur n'importe quel site, si vous cliquez sur le bouton du logo, ça revient vers l'accueil tout simplement. Et quand c'est pas le cas, on se dit mais pourquoi il se passe rien là? Donc il y a des trucs auxquels on réfléchit pas vraiment parce que c'est très instinctif et il faut les mettre en place dans un vrai site. Ensuite, l'UI, donc interface, c'est peut-être plus placer les blocs à des endroits stratégiques. Créer l'ordre des pages, etc. Là, je sais que je suis allée quand même très loin dans le travail, puisqu'il y a toute la partie de l'identité visuelle déjà que j'ai faite moi-même, alors que il y a des personnes qui sont chargées de graphisme, par exemple, qui vont créer le logo, etc. Moi, j'ai tout fait parce que justement, j'ai envie d'enfiler ces différentes casquettes pour montrer que je suis capable de faire tout ça. Donc le site en l'état, il est navigable, je passe beaucoup de temps à travailler dessus. Toutes les images que j'utilise, ce sont des images qui proviennent de l'IA Leonardo, parce que en fait, ce sont des images libres de droit, tout simplement. On peut pas imposer de droit d'auteur sur de l'IA, et j'ai pas envie d'utiliser des images qui ont des droits d'auteur, et j'ai pas non plus envie d'utiliser des banques d'images parce que tout simplement, il n'y a pas ce qui me plaît. L'ordre de réflexion pour créer ce site, c'est que d'abord j'ai commencé par la page d'accueil. Je savais déjà que je voulais qu'en haut il y ait 2 images qui défilent comme ça, donc on peut cliquer sur une flèche pour passer de l'une à l'autre. Et ensuite j'ai réfléchi à l'arborescence d'un site, ce qu'on appelle l'arborescence. Il y a la page d'accueil et en dessous toutes les sous-parties un petit peu. Donc ce qu'on voit dans la page du menu, c'est qu'il y a la partie végétale où dedans on va avoir les plantes et les accessoires pour les plantes. Il y a la partie repas où on va avoir le menu. Et la partie qui sommes-nous où il y a notre histoire et nos engagements. Donc ça c'est une arborescence en fait. Et j'ai mis ça en place, puis j'ai créé les différentes pages, je les ai reliées entre elles comme il fallait et tout. Et j'ai également fait de la rédaction du coup. Franchement, il n'y a pas non plus beaucoup de rédaction parce que si je vous explique un petit peu la dynamique derrière cette page, c'est que comme vous le voyez, elle est en format mobile d'abord. Et elle est faite pour que les gens puissent la consulter en étant dehors, etc. Et quand tu recherches souvent un salon de thé, de bubble tea ou quoi, tu ne veux pas lire des trucs, tu veux voir des images des produits, puis aller les acheter. Mais comme vous le voyez, le site, il n'est pas terminé. Il manque la partie engagement qui n'est pas finie, la partie accueil non plus, et la partie de notre histoire qui n'est pas commencée, tout simplement.
One eternity later. Ça y est, je crois que j'ai enfin fini, c'était super long. Voici une dernière vue d'ensemble. Les seules choses qui manquent, ça va être 2 photos ici. Mais franchement là, à part ça, il n'y a plus rien à modifier normalement. Et je vais vous montrer donc les pages qui n'avaient pas été terminées auparavant. Tout d'abord la page d'accueil, hein, c'est quand même la plus importante. Donc quand on arrive, il y a un petit peu les 2 éléments promotionnels. Ensuite la partie boisson avec un menu déroulant, bon il n'y en a que 4 et les plantes aussi il n'y en a que 4 donc c'est pas très long à faire. Petite phrase sur les avantages éco-responsables et tout qui va vers nos engagements, donc ça je vous remontre un petit peu vite fait. Et le plus important que je vous avais pas montré avant, c'est notre histoire. Donc là c'est complètement fini, c'est très simple, il manque juste les images. Et ensuite vraiment on a tout fini, donc je suis trop contente. L'interactivité elle est seulement entre les pages et j'ai pas créé une page par exemple pour chaque produit, mais comme vous le voyez il y en a déjà quand même pas mal. Et franchement c'est un projet super complet je trouve. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de cette création de ce site, mais franchement je suis trop fan et bah j'ai adoré faire ça, tout simplement pour moi c'est peut-être le métier que je veux le plus faire. Donc ça a été un peu décisif aussi dans le sens où maintenant je suis sûre que ça me plairait grave de faire ça. Et si vous voulez retrouver le site sur mon portfolio, bien sûr le lien sera dans la description. Le second projet qu'on va faire, c'est Travel Planner. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu une capacité surhumaine à faire ça. Franchement, j'adore me saucer toute seule. Personne n'est là pour me faire des compliments, je me fais des compliments moi-même. Donc dans ce cas pratique, je vais m'organiser un voyage de rêve dans ma Dream City, c'est New York. Voilà, je rêve d'aller à New York, c'est mon futur objectif. Avant c'était le Japon, maintenant que je suis allée au Japon, je veux retourner au Japon, mais je veux déjà aller à New York. Le budget, ça va être de 4000 € maximum pour 2 personnes. C'est pas un budget très large, parce que si on voit un trop budget, ça devient plus facile. Le budget, il me semble raisonnable, étant donné que j'ai vu que les vols aller-retour étaient vraiment pas chers, mais les hôtels, c'est excessivement cher, et j'imagine, bah, comme c'est une grande ville, j'imagine, je sais, que même les restaurants, c'est plus cher, etc. Tout est full marketing, donc c'est plus cher de vivre là-bas que à Paris ou même à Strasbourg. Donc je pense que 4000 € c'est un bon budget, c'est assez moyen quand même. Là je pars du principe que des gens ont vraiment une semaine seulement qui est bookée pour voyager, donc il faut pas dépasser d'un jour. Je commence par rechercher les vols, ça va être un petit peu la base quand même. Donc on va regarder sur Skyscanner, vous pouvez utiliser soit ça, soit Google Flights, c'est un petit peu la même chose, c'est des comparateurs. Et on va trouver un peu les bons jours, parce que pour le coup, je ne connais pas les gens qui seraient concernés par ce voyage. Je sais pas c'est quoi exactement leur date, donc j'ai trouvé un petit peu la date qui est le plus arrangeante en fonction des prix que je trouve là. Du 2 au 9 juillet, j'ai l'impression que c'est pas très cher, 544 €, et ça fait exactement une semaine. Ensuite, on recherche les vols les moins chers. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il y a très rarement, compris dans le prix, le bagage. Mais ça peut quand même se rechercher plus tard. Et là, directement, je vois un truc super intéressant. Déjà, c'est un vol direct et c'est le moins cher. Comme vous le voyez, il n'y a aucun bagage en soute. C'est très souvent le cas. On voit qu'aussi, le prix là est disponible sur des sites qui sont assez fiables. Notamment GoToGate, moi j'ai déjà utilisé et il est noté 4 sur 5, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que 4 sur 5 en vrai c'est le minimum, sachant qu'on parle de quelque chose quand même d'assez important, c'est pas anodin de partir en voyage et c'est un budget, donc vaut mieux être sûr de pouvoir faire confiance à la compagnie. Voici donc les prix qui sont proposés actuellement. On arrive le soir du premier jour et on part la nuit du dernier jour, donc en vrai on a plutôt 5 jours complets sur place. Ce qui est compris là, c'est un bagage cabine. Si vous voulez prendre un bagage en plus, vous allez voir que ça rajoute quand même des suppléments plutôt importants. Voilà, le prix en plus, c'est souvent ça, c'est vraiment abusément plus cher. C'est que là, pour avoir un bagage en soute de 15 kg en plus, ça coûte 259 €. Donc ce qui est plus recommandé dans ces moments-là, tout simplement, c'est que pour un voyage qui dure pas plus d'une semaine, il faut essayer de passer tous vos affaires dans une valise de 10 kg. Ça va vous permettre de ne pas payer de suppléments et en vrai, ça peut quand même faire le taf si vous avez une valise sympa. En plus, on peut avoir un bagage à main en plus et selon les compagnies, parfois le bagage à main, ça peut être vraiment un gros sac. Donc ça vous permet de caler encore plein de vêtements. Pour l'instant, on en est à 1078,99 €. Comme je vous l'ai dit, 4000 € c'est beaucoup, mais c'est quand même pas tant que ça quand on se dit qu'on voyage dans une ville qui est très très chère. Et la suite, ça va être les hôtels.
Et souvent, moi je me tourne clairement vers Booking, sinon il y a aussi Airbnb. Voilà, partant du principe que c'est des gens qui mettent vraiment pas mal de budget pour partir en vacances et qui n'ont pas beaucoup de temps sur place, l'idéal pour moi c'est d'être situé dans un quartier vraiment stratégique. Ce qui est bien, c'est qu'au moins avec les horaires de l'aéroport, on gratte une nuit. Donc il y a une nuit qu'on va pas avoir besoin de payer puisqu'elle sera littéralement passée dans l'aéroport grâce à cet horaire-là. Ce que je me dis quand même, c'est que les gens ont envie de profiter d'un cadre quand même avec beaucoup d'activités autour, qui est dans un endroit très fréquenté. Je vais d'abord ajouter des filtres sur Booking, donc on va mettre 300 € la nuit, 1800 €, ça ferait qu'il reste 1200 € pour sur place. Donc en vrai ça me semble raisonnable, 300 € par nuit, je pense qu'il faut pas beaucoup les dépasser. On a des choses qui sont même beaucoup moins chères que 300 € par nuit. Faut quand même regarder les notes, franchement 6 sur 10 c'est vraiment pas beaucoup. Je fais en sorte d'afficher seulement les hôtels qui sont plus que 8 sur 10 selon les avis clients. Ça peut être sympa parce qu'on voit qu'on est quand même très près de Central Park. Logement entier, une chambre, 2 lits, une salle de bain. Franchement pas mal. Il a l'air très clean. Et quand on lit la description, endroit central, c'est ce qu'on recherche. Au moins vous voyez que c'est un bon endroit parce que il est très bien noté et il y a quand même pas mal de commentaires. Et on voit qu'il est généralement complet. Ça c'est Airbnb qui définit quand même la qualité d'un logement par rapport au taux d'occupation, j'ai envie de dire. Je vais regarder un peu sur la map parce que là on n'a pas l'adresse précise. Je vais essayer de trouver plus précisément où il est pour voir est-ce que réellement il est proche de tout. Pour vérifier un petit peu, on voit que finalement la ville est beaucoup plus grande bien sûr qu'elle en a l'air sur une petite carte. Toujours vérifier également quand vous faites des recherches comme ça. Il faut prendre compte du décalage horaire, c'est-à-dire que si vous mettez partir maintenant, peut-être que dans le pays là c'est en pleine nuit, donc ça va pas vous donner les véritables distances entre un endroit et un autre. Ce Airbnb il est à 20 minutes de Central Park, qui est vraiment pas mal. Ensuite on va regarder d'autres endroits, par exemple Times Square, ça c'est à 15 minutes donc c'est vraiment tout près, 27 minutes à pied. Franchement on peut essayer de trouver plus proche, mais ça serait forcément beaucoup plus cher. Et on est aussi à quelques pas seulement, comme dit, de l'Empire State Building. Bon, ils disent quelques pas, je pense qu'il y a quand même 10 minutes de marche, mais c'est déjà ça, hein. 10 minutes en transport ou 13 minutes de marche. On est quand même très proche et c'est super intéressant d'être aussi bien situé. Donc franchement, je dirais que ce Airbnb, c'est vraiment une bonne trouvaille. Pour 6 nuits, on en est à seulement, entre guillemets, 1574 €. Il a une salle de sport à disposition. Un restaurant qui sert le petit déjeuner et le déjeuner. Là, pour 6 nuits, on est à 1707 €, qui est quand même plus élevé. Ah non, pardon, j'ai une réduction. Le vrai prix, c'est 1893 €, qui est un petit peu au-dessus du budget. Il y a le petit déjeuner compris. Et là, c'est vraiment à choisir. Est-ce que vous préférez avoir votre Airbnb qui revient un peu moins cher et qui est quand même très qualitatif, enfin c'est un logement entier quand même, il y a même un salon et tout, ou est-ce que vous préférez payer 200 € de plus et avoir un studio avec un lit king size, petit déjeuner compris? Vu le fait que c'est un voyage assez incroyable et unique, je dirais... Ah mais c'est quand même 300 € de plus en fait, pas 200. Je dirais que ça vaut peut-être le coup de se tourner vers cet hôtel. Après ça dépend parce que si les gens comptent tester plein d'endroits pour prendre des petits déjeuners et donc pas manger dans l'hôtel, ça leur sert à rien d'avoir le petit déj compris. Mais c'est quand même plus confortable je pense d'avoir le choix. Donc je dirais que c'est peut-être à prioriser. Après comme dit, moi j'ai la réduction, donc le prix de base c'est vraiment 1893 €, 5 centimes, c'est un peu cher. En vrai dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez choisi vous entre les deux. Pour l'instant on est à 2972 € et 4 centimes, ce qui laisse seulement, j'ai envie de dire, 1030 €. On va regarder combien coûtent à peu près les restaurants. Du coup, je vous retrouve comme si je n'avais pas changé de couleur de cheveux et de coupe entre temps. Donc en ajoutant le budget nourriture qui va être d'environ 30 € par repas, ça fait pas du tout des restaurants gastronomiques parce que c'est une ville très chère, donc 30 € par repas c'est vraiment pas abusif du tout. On arrive déjà à 3572 €, c'est-à-dire qu'il reste même pas à peine 400 € de budget. Qui vont comprendre le transport, les petits goûters, genre si quelqu'un veut prendre un café, un bubble tea ou que sais-je, qui doit aussi coûter genre environ 7 € le café je pense, vu qu'on est vraiment en plein centre de New York. Au moins les transports ne vont pas revenir cher. Je pensais vraiment que 4000 € ça serait beaucoup et que ça allait laisser beaucoup de marge, mais clairement pas. Franchement je suis un peu deg, enfin je vous partage la réalité de mes réflexions et là... Je me suis plantée parce que je pensais que ça allait mieux se goupiller que ça. Mais bref, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous faire un gros kiff comme ça à New York avec un bel hôtel, un bon budget et tout, 5000 € pour deux minimum. Voilà. Pour
finir, le troisième métier, ça va être responsable de communication internationale. Rien que ça, franchement, ça sonne trop bien. Et mon cas pratique, ça va être un objet qui est créé par une marque de cosmétiques japonaise qui voudrait lancer son produit en France. Donc la réflexion, ça va être de comprendre le contexte culturel au Japon et en France et d'adapter ainsi le produit. La marque que j'ai choisie, c'est Ilomike et c'est un vrai produit, c'est leur sachet surprise. Voici la campagne sur laquelle je vais travailler, sachant qu'elle est plus d'actualité, donc elle est déjà terminée. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est une campagne qui correspond à une marque pas très connue non plus. C'est pas une marque qui génère énormément de revenus. Leur site il est assez basique et l'affiche pour le coup de cette publicité elle est vachement différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire à ce que je vois. C'est-à-dire qu'on les voit souvent voilà, avec des couleurs plus sobres, etc. Et par exemple cette pub là, rien que ça fait plus professionnel que ça, mais bon. Je sais pas exactement si je devrais beaucoup changer l'esthétique, mais en tout cas, je vais faire que ça matche plus avec ce qu'on pourrait trouver en France. Parce que l'objectif, c'est d'imaginer que ce produit va être vendu en France et qu'ils doivent donc adapter le client cible. En gros, pour l'instant, juste en prenant la bannière, ce que j'en vois, c'est que là, c'est écrit offre à durée limitée. On peut pas savoir ce qu'il y a dedans avant de le recevoir. Avec les taxes comprises, ça coûte 2025 yens et sans frais de livraison. J'ai pas utilisé de dictionnaire pour l'instant, c'est juste ce que je comprends vite fait. Mais en gros, oui, c'est un sac surprise, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a dedans 5 cosmétiques de la marque Inomike et un set de nail press on comme ça. Et on peut pas choisir quels ongles on va avoir dedans. Donc juste ça, en vrai, je trouve ça pas mal comme mise en page, genre ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait trouver en France. Pour comparer, j'ai pris une marque à peu près du même tranche de prix, etc. C'est Essence. Sachant que Ilomike, je crois que c'est vraiment random, genre je crois que c'est pas très connu, enfin ça se voit qu'ils ont pas un budget de ouf en tout cas. Mais ouais, Essence c'est déjà plus connu, mais c'est aussi la même gamme de prix. Et c'est pour comparer un petit peu quelles informations sont mises en avant. Je cherchais aussi d'autres peut-être marques de maquillage de cette tranche de prix, j'ai pensé à ELF, mais ça me disait pas grand chose ce que je voyais. En tout cas c'est vrai que là, esthétiquement c'est quand même chargé ce qu'on voit et... il y a un peu trop d'informations je trouve. Plus si c'était pour vendre 5 produits de maquillage et un set d'ongles, pourquoi on met autant les ongles en avant sur l'image? Ça je comprends pas trop. Mais en fait la difficulté c'est que je peux plus réfléchir à ce que je ferais si je devais refaire ça. Mais je peux pas genre effectivement le refaire puisque j'ai pas les assets et tout. Mais je pense que par exemple leurs autres campagnes là, elles passeraient totalement dans tous les pays. Donc je m'inspirais un peu plus de cette esthétique. En gros, je dirais que là c'est un peu trop, on voit un peu trop les ongles alors que finalement c'est juste un produit assez secondaire et que bah esthétiquement il y a trop d'informations, genre il y a toutes les vagues, il y a des espèces de confettis derrière, on sait pas pourquoi, il y a des carrés. Des fleurs en bas et on voit pas assez l'aspect maquillage, genre quand on voit ça on se dit que c'est un sac surprise pour avoir des ongles. Donc je pense que en gros cet écran là je vais vous faire un résumé en quelques points, mais il faudrait que les ongles aient moins d'importance. Peut-être qu'au Japon c'est pas pareil et que c'est pour ça qu'ils l'ont mis autant en avant. Le public français je pense s'intéresse moins aux faux ongles press on. Ensuite je pense que la livraison gratuite c'est carrément un argument de vente super intéressant, donc ça pourrait être mis encore plus en avant. Je pense que ce qu'il faudrait le plus changer pour adapter cette bannière-là à un public français, c'est vraiment l'esthétique. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune phrase qui devrait être ajoutée ou mise plus en avant. Ensuite, si on regarde la suite, ça va être la page quand on clique sur le produit, donc pour l'acheter. Cette page-là, je trouve que le gros problème, c'est que le sac, il devrait pas être dessiné. On devrait avoir une photo d'un vrai sac. Avec peut-être une esthétique autour, genre faire un espèce de vrai shooting, parce que là les gens ils savent pas ce qu'ils achètent en fait. On va pas acheter une image, on achète un sac qui existe avec des choses dedans, vous voyez ce que je veux dire? La description du produit, pareil, elle est super longue, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne au Japon, mais de répéter le prix du truc et on sait pas ce qu'il y a dedans là, ça pourrait juste écrire sac mystère Ilomike, 5 produits cosmétiques plus un set d'ongles press-on et ça serait suffisant, genre y a pas besoin de décrire le prix alors qu'il est juste en dessous. Tout le reste c'est assez intéressant, mais vraiment je trouve que l'image d'un sac comme ça dégoûte un petit peu l'achat, t'as pas envie d'acheter une image, donc clairement je pense que c'est ce qu'il faudrait le plus changer.
Ensuite, ce qui est intéressant, ça va être déjà les autres images qu'on a ici. Donc c'est des images de produits qu'on peut effectivement avoir dedans. Là pareil, ça serait peut-être mieux de faire un petit shooting avec plus une mise en scène. Et donc il y a écrit qu'on peut avoir par exemple des mini palettes de 4 fards pour les yeux. C'est super intéressant qu'on ait une description aussi précise des produits qu'on peut avoir. Ce qu'on a ensuite, c'est le reste des produits qu'on peut avoir. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a tellement de descriptions. Ça serait peut-être mieux s'il y avait à chaque fois le lien vers le produit, parce que j'imagine que les produits on peut tous les acheter à part sinon. Et aussi l'ordre des produits, peut-être qu'il n'est pas idéal, parce que là par exemple ça met qu'ils mettent des fards à paupières liquides, et ça c'est vraiment intéressant, enfin c'est une texture assez originale, donc ça mériterait peut-être d'être mis plus en haut. En fait il y a beaucoup de produits différents qu'on peut avoir, donc j'imagine qu'on n'a même pas un de chaque. Là il y a des produits pour les lèvres, là c'est quoi, c'est des blushs, et ensuite c'est le concealer. Ça c'est pas non plus forcément une bonne idée parce que tu peux totalement recevoir une couleur qui va pas du tout à ta carnation, donc j'aurais carrément enlevé ça du lot pour le coup. Au Japon la plupart des personnes ont une carnation en tout cas de blanc très clair à blanc foncé, mais en France, il y a tellement plus de diversité que ça passerait pas du tout, je pense, d'avoir seulement plusieurs teintes de concealer, et à tout moment tu te retrouves avec une teinte qui ne va pas du tout, vu que la palette doit être beaucoup plus grande. Et c'est aussi ce que toutes les marques de cosmétiques font bien attention à être le plus inclusif possible. Donc ça, pour le coup, ça ne va pas du tout dans le thème. Et en vrai, c'est tout pour cette première analyse, puisque là, on a déjà regardé toutes les slides. C'est pas quelque chose qui pourrait être dans mon portfolio, du coup, puisque c'est vraiment complètement mental. Mais c'est une réflexion intéressante à avoir. Après, dites-moi en commentaire si j'ai juste pas eu le bon sens de réflexion, parce que j'y connais rien. C'est juste instinctivement, quand je vois ça, comment j'imagine que ça pourrait exister en France et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement modifier. Même pour le Japon, je suis pas sûre que ça soit l'idéal. Actuellement, leurs campagnes ont l'air beaucoup plus soignées en tout cas qu'à l'époque où j'ai pris ce screen, qui a été quand même il y a à peine quelques semaines. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez et si vous pensez que j'ai eu la bonne réflexion, parce que peut-être que j'ai dit n'importe quoi et que c'est pas du tout adapté. En tout cas, je suis contente d'avoir pu réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait faire un responsable de communication internationale. C'est toujours un métier flou pour moi, je vais pas vous cacher que ça n'a pas éclairci toutes mes idées. C'est sur ce que je vais conclure cette vidéo. Elle a commencé il y a un mois et c'est vraiment des gros projets, hein. Vous l'avez vu, il y a le projet BBLD qui a pris extrêmement longtemps, qui est un projet dont je suis surtout super fière. Je pense très sincèrement que c'est mon projet préféré et c'est le métier que je veux faire. J'ai commencé les recherches d'alternance, je me tourne vraiment principalement vers l'UX UI design. Ça me plairait grave de travailler dans ça. Bien sûr, si vous êtes une entreprise, recrutez-moi en fait. Demandez-moi mon portfolio par mail, bien sûr il est dans la description, je vous l'envoie tout de suite, on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Sachant que quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais pas du tout sûre de quel métier j'allais préférer et maintenant j'ai une idée beaucoup plus claire. Franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir eu ce projet. Je sais que c'est une grosse vidéo, je sais pas si vous avez regardé en entier, peut-être que vous avez regardé seulement le métier qui vous plaisait le plus. En tout cas, j'ai essayé aussi de donner des conseils sur du coup la manière d'être plus efficace quand vous prévoyez un voyage, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a été instructif pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a vraiment ouvert un petit peu votre esprit. C'était aussi l'objectif que ça vous donne potentiellement de nouvelles idées pour votre propre poursuite, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans les études. En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner également. Si vous êtes concerné par la recherche de poursuite d'études sur les plateformes, je suis de tout cœur avec vous, je vous soutiens, ne stressez pas, ça va bien se passer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough.